Vous écoutez Crime Story, l'affaire Kalinka, la longue traque d'un père, 2e et dernier épisode. Le samedi 10 juillet 1982, Kalinka Bamberski, une adolescente de 14 ans, est retrouvée morte dans le sud de l'Allemagne, dans la maison où elle vit avec sa mère et son beau-père. Les raisons de sa mort restent inexpliquées. Kalinka était en bonne santé et ne présentait pas de fragilité particulière. Les médecins légistes ont relevé sur son corps des traces qui pourraient s'apparenter à celles d'un viol. Mais la justice allemande a décidé de ne pas pousser les investigations, même si ces éléments et la réaction de Dieter Krombach, son beau-père, sont plus que suspects. Alors que ce médecin allemand vit toujours libre, 27 ans après le meurtre de Kalinka, le père de la jeune fille, André Bamberski, a décidé de faire justice lui-même. Le dimanche 18 octobre 2009, la police de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, reçoit un appel. On les informe qu'un homme allemand, recherché pour homicide, se trouve rue du Tilleul. Une brigade est envoyée sur place. La voiture de police remonte la rue une première fois et ne voit rien. Elle recommence plus doucement, les fenêtres ouvertes. Et en passant au niveau du numéro 12, les agents entendent comme des gémissements. Ils se garent, descendent et découvrent un homme, allongé par terre, bâillonné, pieds et mains liés, en position fétale. Il a environ 70 ans, le visage tuméfié, un œil au beurre noir, et il semble avoir très froid. Les policiers lui enlèvent son bâillon. L'homme est en état de choc. Les premiers mots qu'il prononce, avec un fort accent allemand, sont « Où suis-je ? Suis-je en France ?» Quand les fonctionnaires lui disent que oui, il semble abattu. C'est un appel anonyme qui a prévenu les policiers. Le médecin allemand a été retrouvé dimanche dernier dans cette rue du centre de Mulhouse, à 2 pas du tribunal, ligoté et blessé à la tête. Dieter Krombach, 74 ans, est au centre d'un imbroglio judiciaire entre la France et l'Allemagne depuis 1982. Damien, quels sont les soupçons des policiers à ce moment-là ? Les policiers comprennent très vite qu'il a été probablement enlevé, transporté depuis l'Allemagne jusqu'à Mulhouse. Et quand les policiers vont gratter dans les heures qui suivent sur l'identité, la personnalité de Dieter Krombach, ils vont tout de suite se rendre compte qu'il y a un lien avec l'affaire Kalinka, et donc leurs soupçons sur cet enlèvement vont se porter sur le père de Kalinka, André Bamberski, comme pouvant être un des auteurs ou des organisateurs de ce rapt, sachant que, il suffit de lire toutes les coupures de presse, André Bamberski, ça fait 27 ans qu'il se bat pour que Dieter Krombach soit extradé vers la France pour y être jugé. Pour bien comprendre, il faut remonter 27 ans en arrière, dans les semaines qui suivent la mort de Kalinka Bamberski en Allemagne. Le mardi 17 août 1982, Kalinka Bamberski est donc morte depuis 5 semaines. Et les causes de sa mort n'ont toujours pas été établies de manière claire. Le parquet de Kempten, en Allemagne, qui est chargé de l'enquête, décide de classer l'affaire. Et ça, pour André Bamberski, c'est déjà à l'époque totalement incompréhensible et inacceptable. Le père de Kalinka insiste à ce moment-là pour faire enterrer sa fille à Toulouse. Oui, parce que c'est là où il vit depuis quelques années, où il s'est installé. Symboliquement, il souhaite que sa fille soit près de lui, mais il a aussi en tête déjà autre chose de plus judiciaire. Il sait que si Kalinka est rapatrié et enterré en France, peut-être un jour pourra-t-il obtenir que le corps soit exhumé pour que de nouvelles analyses médico-légales soient menées sur ce corps. Après l'enterrement de Kalinka à Toulouse, pour la plupart de ses proches, le deuil peut enfin commencer. Mais pour André, c'est le début du combat. Le père éploré se rend sur la tombe de Kalinka tous les jours. Il lui promet qu'il n'arrêtera jamais de se battre pour connaître la vérité. Il veut que la justice dise « Kalinka a été violée et tuée par le docteur Krombach ». Et il se battra jusqu'au bout pour cela, y compris contre la propre mère de l'adolescente qui adhère à la version du docteur Krombach. En Allemagne, la mère et le beau-père de Kalinka disent d'André Bamberski qu'il est fou. Ils l'accusent surtout de vouloir se venger de Dieter Krombach, pour lequel sa femme l'avait quitté en 1976. Dès la fin de l'été de la mort de Kalinka, en 1982, André Bamberski alerte les autorités françaises. Il réunit les éléments dont il dispose pour espérer les convaincre d'enquêter sur la mort de sa fille. Et c'est ce qui finit par se produire. La justice française ouvre une enquête. Mais il faudra attendre 11 ans
et l'année 1993 pour que le dossier connaisse une réelle avancée. La justice française ordonne que le corps de Kalinka soit exhumé. L'objectif est de procéder à de nouvelles analyses et potentiellement de trouver des réponses. Lorsque le cercueil de l'adolescente est ouvert, c'est la stupeur. Damien, quelles découvertes font les légistes à ce moment-là ? Ils vont découvrir que son appareil génital a purement et simplement disparu. Il a été enlevé. Impossible donc de faire des examens pour savoir si, oui ou non, Kalinka a subi des violences sexuelles, même plusieurs années auparavant, on aurait pu s'en apercevoir. Et là, surtout, impossible de faire des prélèvements pour retrouver d'éventuelles traces de sperme et donc un ADN. Quand on interroge les autorités allemandes à ce sujet, qu'est-ce qu'elles répondent ? Pas grand-chose. Ils vont expliquer qu'ils ne s'expliquent pas, ils ne savent pas. Ils vont entendre le docteur Krombacher et la maman de Kalinka, Daniel. Mais voilà, c'est pas une audition très poussée. Il ne s'agit pas d'une garde à vue pour leur demander des précisions. C'est des conversations téléphoniques, quelques petites questions, pas très embarrassantes. Et donc, ce qui va laisser penser à André Bamberski que quelque part, la justice allemande, la police allemande protège le médecin. En 1984, André Bamberski porte plainte contre Dieter Krombacher pour homicide volontaire. Il comprend dès le début, André Bamberski, que côté allemand, ça ne bougera plus. L'enquête elle a été classée très vite et on ne souhaite pas remuer cette affaire en Allemagne. Donc, il s'est tourné vers la justice française, qui va faire ce qu'elle peut, qui va avoir beaucoup d'obstacles. Et finalement, il faudra attendre 1993, donc là, on est quand même déjà 11 ans après la mort de Kalinka, pour que la justice française décide de renvoyer devant la cour d'assises de Paris pour homicide volontaire le docteur Krombacher qu'elle n'a jamais pu entendre puisque l'Allemagne n'a jamais voulu collaborer dans ce dossier. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès a lieu en mars 1995, en l'absence du docteur Krombacher. Toujours installé en Allemagne et dédouané dans son pays de toute responsabilité dans la mort de Kalinka, il est en quelque sorte protégé puisque l'Allemagne ne le livrera pas à la France. Le jeudi 9 mars 1995, la cour d'assises de Paris reconnaît Dieter Krombacher coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de Kalinka Bamberski. Violences ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Le docteur est condamné, par contumace comme on disait à l'époque, c'est-à-dire, en son absence, au maximum de la peine encourue, 15 années de prison. La peine n'est pas assortie d'un mandat d'arrêt international. André Bamberski est ulcéré, selon les termes de son entourage. Il se met alors à multiplier les procédures et engage sa fortune personnelle au service de la traque de Dieter Krombacher. Il embauche à prix d'or des détectives privés qui pistent le médecin au jour le jour, à Lindau bien sûr, mais aussi, pendant les vacances du docteur, en Autriche et même en Égypte. Chaque année, André Bamberski se rend lui-même au moins 4 fois en Allemagne pour vérifier les informations qu'il a. Et surtout, il apprend qu'il n'est pas le seul à réclamer justice face au docteur Krombacher. Pas moins de 8 femmes l'accusent d'agression sexuelle et ont porté plainte contre lui. En mars 1997, Dieter Krombacher est d'ailleurs condamné en Allemagne pour avoir violé, sous anesthésie, une de ses patientes, âgée de 16 ans. La présence de son sperme a confirmé les accusations de la jeune femme. Mais comme il reconnaît les faits et renonce à toute activité médicale en Allemagne, il écope de seulement 2 ans de prison, avec sursis. Damien, un mandat d'arrêt international est cette fois-ci émis à l'encontre du docteur Krombacher. Oui, parce que donc, rappelons-le, il est condamné en France, 15 ans de prison. Il est en Allemagne, il est allemand, il habite là-bas. Donc si on veut se donner une quelconque chance un jour de le faire comparaître devant une juridiction française, il faut un mandat d'arrêt international qu'on envoie au pays, en l'occurrence là à l'Allemagne, pour leur demander d'aller arrêter le docteur Dieter Krombacher sur la foi des 15 ans de prison auxquels il a été condamné. Simplement, nouvelle péripétie et nouvelle étrangeté dans ce dossier qui en compte déjà beaucoup, ce mandat d'arrêt international, il va rester bloqué, mais alors il va rester carrément bloqué côté français, parce que on n'a jamais tellement su exactement la raison si le message n'avait pas été bien passé entre le procureur général et un autre procureur, mais en gros, il a été demandé au procureur qui était censé faire suivre ce mandat d'arrêt de bloquer le mandat d'arrêt. Et quand on a questionné ensuite des juges, parce que Bamberski a déposé plainte à la suite de cette
d'imbroglio autour du mandat d'arrêt international. Le magistrat, le parquet général, a expliqué que non, c'était pas vraiment pour le bloquer, mais c'était juste pour attendre d'en informer les autorités allemandes par diplomatie. Fallait pas brusquer les Allemands, donc il avait juste demandé à ce que, en quelque sorte, on gèle pendant quelque temps le mandat d'arrêt international, mais dans les faits, le mandat d'arrêt international, il n'a jamais été envoyé aux autorités allemandes. En novembre 2006, le docteur Krombach est une nouvelle fois arrêté en Allemagne. Il est arrêté pour exercice illégal de la médecine, puisqu'en théorie, il n'avait plus le droit de pratiquer et que la justice s'est rendue compte qu'il continuait malgré tout à exercer sa profession de médecin. Donc, il est condamné pour ça, mais il est assez vite libéré en 2008. De son côté, en France, André Bamberski parvient à faire ouvrir une instruction au tribunal de Versailles pour corruption des autorités judiciaires. Oui, c'est la suite de ce qu'on vient d'évoquer sur cette histoire de mandat d'arrêt international qui n'a jamais été suivi des faits. Bamberski, il continue à creuser sur cette piste et selon lui, 3 procureurs généraux de Paris auraient empêché la diffusion du mandat d'arrêt international visant Dieter Krombach. Il va donc lui juger qu'il y a eu peut-être une manipulation, une corruption des autorités judiciaires. Alors cette plainte, elle va quand même prospérer un tout petit peu parce que la juge Nathalie Poux va convoquer les hauts magistrats en question, mais en juillet 2009, une fois qu'elle a entendu tout le monde, l'affaire se conclut par un non-lieu. Eux, ils ont plaidé l'incompréhension et l'enquête n'a pas été plus loin. En tout cas, elle n'a pas relevé de fait de corruption ou de volonté délibérée de la justice française d'enterrer l'affaire Krombach et d'enterrer ce mandat d'arrêt international. Mais pour André Bamberski, qui déjà à l'époque depuis plusieurs années se bat contre la justice allemande, ses lenteurs, une enquête complètement bâclée, il va faire appel, mais surtout, il va se dire qu'il ne peut pas compter sur la justice, qu'elle soit allemande ou qu'elle soit française, et qu'il va falloir que cette justice, il la fasse lui-même. On en revient à cette découverte du docteur Krombach, ligoté dans une rue de Mulhouse, le dimanche 18 octobre 2009. Âgé de 74 ans, l'homme est conduit à l'hôpital, où il reste quelques heures, avant d'être transféré à Paris. En tout cas, pour la première fois depuis des décennies, l'ancien médecin est bien sur le territoire français, où il est considéré comme un criminel. Et il sera rejugé, puisqu'en France, toute personne condamnée en son absence bénéficie d'un nouveau procès une fois qu'elle est sur le territoire. À Mulhouse, une enquête commence pour savoir comment Dieter Krombach est arrivé là. Et sans surprise, André Bamberski est le suspect numéro 1. Aurait-il pu faire enlever le docteur pour obtenir enfin qu'il soit jugé en France ? C'est ce que pense le juge d'instruction, qui le met en examen pour enlèvement, séquestration arbitraire, coups et blessures volontaires en réunion et association de malfaiteurs. Damien, à cette période-là, vous êtes déjà journaliste au service police-justice du Parisien. Comment vous réagissez en apprenant ça ? Il y a beaucoup de proches de victimes dans des affaires criminelles qui considèrent que la justice n'a pas fait son travail, qu'il y a un coupable en liberté. Souvent, ils menacent de faire justice eux-mêmes, mais fort heureusement, ils ne le font quasiment jamais. Là, on découvre qu'a priori, André Bamberski, qui alerte depuis des mois, des années, les médias en disant c'est scandaleux, il faudra que je fasse le travail moi-même. D'ailleurs, il a fait une partie de l'enquête lui-même. Et là, lui, manifestement, il a mis ce projet à exécution. Et ça, c'est très surprenant. André Bamberski, lui, nie tout à fait être impliqué dans ce projet-là. Oui, il va rester dans un premier temps sur sa position initiale quand il est interrogé. Il va dire que lui aussi, il a été destinataire d'un mystérieux coup de fil passé en langue allemande qu'il aurait reçu à son domicile près de Toulouse, lui indiquant que le médecin allemand qui avait tué sa fille se trouvait dans la région de Mulhouse. C'est alors qu'il aurait pris sa voiture pour venir dans le Haut-Rhin et qu'il aurait lui-même appelé la police vers 4h du matin pour annoncer la découverte du docteur ligoté dans la rue. La police, elle n'y croit pas du tout. Les enquêteurs vont établir assez vite que André Bamberski a été en contact avec ceux qui pourraient être les ravisseurs du docteur Krombach. Et dans sa chambre d'hôtel à Mulhouse, ils ont saisi 19 000 € en liquide, ce qui est quand même une somme assez importante, et qui pourrait correspondre au montant du contrat passé avec les exécutants. Il aurait donc recruté une équipe pour commettre cet enlèvement pour son compte. D'ailleurs, pendant sa garde à vue, quand il est questionné là-dessus, même s'il nie, il va reconnaître quand même que pendant des années, il a eu recours à des détectives privés ou à des hommes de main pour espionner ou pour tenter d'avoir des éléments sur le docteur Krombach. Finalement, dès le lendemain, André Bamberski reconnaît être derrière le rapt du docteur Krombach.
Il raconte que l'opération s'est montée une dizaine de jours plus tôt et qu'elle a été préparée par Anton Krasniqi, un Kosovar de 38 ans. Ce justicier a été touché par l'histoire d'André Bamberski. On n'a pas le droit de toucher à un enfant, assène-t-il comme argument suprême. Anton Krasniqi connaissait l'histoire d'André Bamberski grâce à la sœur d'une ancienne maîtresse, une journaliste autrichienne qui a consacré plusieurs reportages à cette affaire. En 2009, cette journaliste l'informe de la venue d'André Bamberski en Autriche, dans la ville de Bregenz. C'est là que le Kosovar va se présenter au père de Kalinka et lui proposer ses services. Le vendredi 9 octobre 2009, leur entretien se déroule dans une voiture, en anglais. Anton Krasniqi propose d'enlever Krombacher. André Bamberski pense dans un premier temps qu'on essaie de le rouler. Et il repart en France sans accorder de valeur à cette proposition. Mais finalement, le Kosovar va au bout de sa démarche. Anton Krasniqi recrute un Géorgien et un Russe. Ce n'était pas un kidnapping de professionnels, se souviendra-t-il plus tard, un sourire dans la voix. Le samedi 17 octobre 2009, vers 17h, le médecin rentre chez lui, quand les 3 hommes lui sautent dessus. Alors âgé de 74 ans, il résiste. Les 2 recrues le maintiennent d'abord au sol, puis le jettent à l'arrière de la voiture. Après, je roule, tac tac et ciao, résume Anton. Damien, les voisins du médecin voient la scène et alertent la police. Et ils essaient surtout de téléphoner au docteur Krombacher, donc son portable va sonner dans la voiture dans laquelle il vient d'être enlevé, où il est détenu. Ses ravisseurs vont donc s'en apercevoir et vont se débarrasser du portable du docteur Krombacher. Krasniqi poursuit son récit du rapt et il va dire à un moment donné, je suis en train de rouler et j'entends des cris à l'arrière, je me retourne et je vois le Russe avec un couteau et le Géorgien qui essaie de protéger l'otage, qui essaie de protéger Krombacher. Et Krasniqi dit, le Russe c'était vraiment un malade, donc j'arrête la voiture et je dis aux Russes, sors, notre plan c'est de donner Krombacher vivant en France. Anton Krasniqi est arrêté 4 jours après l'enlèvement en Autriche. Oui, l'enquête est assez rapide pour l'identifier. L'Autriche, c'est là d'ailleurs où il vit. Les policiers qui sont remontés jusqu'à lui avaient en fait trouvé un document avec son nom et son adresse devant le domicile du médecin. C'est une preuve supplémentaire que c'était quand même pas des professionnels de l'enlèvement. Krasniqi va être extradé le 19 novembre vers la France, qui a ouvert une enquête de son côté, qui va le placer en détention provisoire. Peu avant Noël 2009, il va être assigné à résidence, remis en liberté et assigné à résidence dans un village du Haut-Rhin, où habite un parent éloigné. L'Autriche lui a retiré son statut de réfugié et la France, elle, lui refuse le droit d'asile. André Bamberski estime qu'il a une dette morale et un devoir d'assistance envers Anton Krasniqi. Oui, il s'estime redevable envers Krasniqi qui a procédé à l'enlèvement de Krombacher et qui a finalement permis à Dieter Krombacher d'être ramené en France et de comparaître devant la justice française. Donc Bamberski, quand il s'aperçoit et qu'il est au courant des ennuis de Krasniqi, et notamment de ses ennuis de séjour, puisqu'il est indésirable en Autriche, il ne peut pas avoir d'asile en France, il va essayer de son côté de se battre pour essayer de venir en aide à Krasniqi à son tour. Il va notamment financer une partie de sa défense, puisque Krasniqi va faire un certain nombre de recours en lien avec son droit d'asile et son droit de séjour à la fois en France et en Autriche. Dans une interview accordée aux Parisiens le jeudi 22 octobre 2009, 5 jours seulement après l'enlèvement de Dieter Krombacher, André Bamberski se dit soulagé. « Je suis en paix avec moi-même. J'ai tenu la promesse faite à ma fille sur sa tombe. » Il affirme aussi assumer les 10 années de détention qu'il encourt. « À mon âge, vous savez, le but est atteint. Le meurtrier de ma fille sera jugé. » Le samedi 22 octobre 2011, près de 30 ans après la mort de Kalinka, le docteur Dieter Krombacher, qui clame toujours son innocence, est condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris. Une peine confirmée 1 an plus tard, en décembre 2012, par la cour d'assises d'appel du Val-de-Marne. Le mercredi 18 juin 2014, le père de Kalinka, André Bamberski, est condamné à 1 an de prison avec sursis pour avoir fait enlever Dieter Krombacher. Nous ne savons pas s'il est parvenu à aider comme il le souhaitait Anton Krasniqi. Il est aujourd'hui âgé de 86 ans. Le vendredi 22 février 2020, après avoir passé 8 années en prison, le docteur Dieter Krombacher est remis en liberté pour raison médicale. À 84 ans, il quitte donc la prison de Melun, en Seine-et-Marne, et rentre en Allemagne, où il meurt 6 mois plus tard.
d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Thibault Lambert et Raphaël Pueyo, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte comme d'habitude avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse crimestory@leparisien.fr et écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité, ainsi que tous les mercredis Le Sacre, un podcast dans lequel des médaillés olympiques racontent leur parcours.